Bon, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer gentiment, hein, puis effectivement, je pense que les personnes vont continuer pendant les 2-3 minutes à se connecter, à nous rejoindre. Donc merci hein, pour voilà, votre participation à ce webinaire. Vous allez le voir, hein, c'est le troisième volet d'une trilogie et qui clôt finalement cette trilogie, hein. Il y avait finalement cette idée qui a émergé de 3 temps pour approfondir ce sujet qui est très stimulant, peut-être, un peu perturbant aussi par certains côtés, mais en tout cas, voilà, c'est le côté stimulant de la chose, qu'on va voir. Alors ce troisième volet, hein, vous le voyez, hein, IA générative pour les tests, stratégie, feuille de route, il est dans ce moment où, finalement, pour maîtriser, l'intégration de l'IA générative dans nos processus, et ben, on est à réfléchir, à se poser des questions sur, comment, par quel bout prendre tout ça et suivant les phases, on va le voir, hein, à laquelle nous sommes. Alors, bah, on va rentrer, pour rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation, des 2 intervenants, hein. Vous voyez qu'on est deux partenaires à vous proposer ce webinaire, donc Smart Testing et Upskill for IT. Donc je vais présenter en un slide, hein, Smart Testing et puis, de la même façon, Julien le fera pour Upskill for IT. Donc, Smart Testing, nous sommes éditeurs d'outils de test hein, avec une expertise forte dans l'IA. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est justement de piloter le labo IA. Donc, et c'est ça qui a finalement donné envie d'aller vers le partage de ce domaine qui progresse rapidement. On développe deux produits, un produit de conception de test, YEST, et puis une plateforme de Quality Intelligence qui analyse donc des données de test et en production. Et on a développé cette formation en particulier avec le partenariat de Upskill. Donc ça me donne l'occasion de la transition pour Julien, si tu veux présenter, voilà, j'ai une copie écran Oui, de la plateforme, de merci l'accès. Bruno. Oui, ben, donc, je suis Julien Venqua Québec, je suis le fondateur de Upskill for IT et de All for Test, qui est une ESN spécialisée dans les tests et la qualité logicielle. Alors, sur Upskill for IT, en fait, c'est une plateforme qu'on a lancée il y a un an environ, qui permet de diffuser des bonnes pratiques IT à l'échelle. Donc, bien évidemment, il y a les thématiques liées aux tests, à la qualité, à l'IA, mais pas que. Il y a des thématiques un peu qui vont concerner l'ensemble d'une team agile hein, dans une entreprise pour les product owners, les développeurs, les DevOps, etc. La problématique qu'on rencontre, hein, c'est comment diffuser des bonnes pratiques à l'échelle. C'est que sur les approches classiques, c'est un petit peu compliqué d'accompagner un grand nombre de personnes à la fois. Donc, notre positionnement, c'est un peu du blended learning où on va faire un mix entre de la formation théorique sous forme de visioconférences, d'ateliers, comme le fait avec Bruno sur les formations IA, ou sur d'autres thématiques via des vidéos de e-learning. Et on complète ça par des ateliers, c'est des petits modules de 2 heures, vraiment en face-to-face. Donc là, l'humain prend toute son importance pour vous aider à mettre en place ces technos sur vos projets et résoudre vos problématiques vraiment particulières. Et puis avec des outils de Très gestion bien. de bonnes pratiques également. Mm. Voilà. Donc, on propose ça avec Bruno également sur la formation IA. Donc, Bruno donne ses formations et on peut accompagner ensuite, vous accompagner sur un POC dans votre entreprise sous forme d'atelier, monter des équipes pour casser les problématiques rencontrées. Mm. Voilà sur les grandes lignes pour ce qu'il faut appliquer un organisme de formation qui est certifié Calliope, qui vous permet aussi de faire passer ces formations dans vos budgets formation. Voilà sur les grandes lignes. Merci Julien, merci. Merci. Donc, bah, je vous présente le programme hein, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a quatre topics, hein, vous l'aviez vu dans l'annonce. Euh, on va donc démarrer un peu par positionner cette IA générative au service de nos activités, hein, mesurer des risques, en particulier celui d'un usage qui serait désorganisé, ce qu'on appelle le shadow AI. Hein, j'en donnerai quelques
éléments. Et puis, ben, l'essentiel du sujet, c'est quelle stratégie finalement, quelle feuille de route, quel plan d'action, quels objectifs réalistes, comment démarrer, et cetera. Et c'est ça qu'on va introduire. Alors évidemment, le sujet est vaste, hein, donc je vais ouvrir pas mal de portes. Elles ne seront pas toutes, refermées parce que, bah, voilà, après il faut travailler en contexte et dans votre contexte. Mais pour autant, ça va, je pense, vous apporter quelques éclairages, enfin je l'espère. Alors, je vous parlais d'un troisième volet, hein, donc vous retrouverez les 2 premiers volets. Sur le premier volet, on s'est vraiment intéressé à la pratique qui vise à exploiter en direct un chatbot AI, pour, accélérer des tâches de test, hein, et monter en compétence sur le prompt engineering. Et puis dans le deuxième volet, donc on s'est intéressé aux applications basées, qui intègrent dans des flows applicatifs, l'IA générative. Donc si je vous donnais une image de ça, hein, le prompt engineering, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui visent à améliorer, l'efficacité, de l'IA ou plus exactement la pertinence de la réponse de l'IA à des requêtes, donc dans le domaine du test, hein, eh bien c'est celle que vous connaissez, hein, c'est-à-dire un requêtage, du modèle de langage, hein, c'est évidemment pour si vous êtes moins familier avec l'acronyme LLM, ben, il faut prendre cette empreinte-là, c'est-à-dire que ces grands modèles d'IA génératifs sont des grands modèles de langage pré-entraînés sur de grands corpus de données et c'est ça qu'on utilise au quotidien, lorsqu'on exploite l'IA générative, ce sont des LLM et évidemment, il y a des techniques qui vont garantir ou pas la réussite complète, mais en tout cas la performance, l'amélioration de la performance. Et là, il y a des techniques qui sont citées, hein, ici. Si je vous donne un exemple, là, ce que vous voyez à l'écran, hein, de donc on a un exemple de prompt, qui est un prompt structuré, dans lequel on voit des éléments de contexte, le rôle. Donc tu es mon assistant, pour générer des tests Gherkin. On teste cette application-là, on voit des instructions, hein, vous voyez un bloc d'instructions, il y a des formats, des contraintes et des données. Alors les données, elles pourraient être un peu plus complètes mais déjà voilà, ça montre, l'importance de la requête pour obtenir un résultat, dans ce mode, chatbot, mais aussi d'ailleurs dans le mode, applicatif. Et sur le deuxième volet, hein, on a traité des applications et en particulier de 2 architectures d'applications basées LLM que sont, le RAG, qui va permettre de requêter en extrayant, des éléments pertinents de nos bases projets, de nos bases documentaires, donc de nos bases privées, hein, c'est-à-dire évidemment de données qui sont en aucun cas, qui n'ont pas participé au corpus d'entraînement des grands modèles que l'on connaît. Et puis, d'autre part, l'architecture agent qui est très prometteuse parce qu'elle va permettre d'aller au-delà de la question-réponse, mais être dans le mode de réaliser vraiment des applications qui vont agir sur l'environnement, par exemple, agir sur notre application sous test et réaliser des tests, hein. Ça fait partie des choses que l'on a pu montrer là. Alors, euh, c'est clair que tout ça, c'est au service de la performance et en particulier de l'accélération, hein, de la productivité, hein. Je vais revenir là-dessus. Et pourquoi est-ce que on a, nous, intérêt à se saisir ça, nous, dans notre domaine des tests logiciels? Eh bien, les raisons euh, proviennent directement de la nature même de l'IA générative. L'IA générative, ce sont donc des capacités qui sont offertes par l'entraînement de très grandes réseaux de neurones avec des grands corpus de données dans lesquels les données euh, y compris des données de test, hein, des cas de test, des scénarios de test Gherkin, du code de test, de la relation entre des exigences et des tests. Et ces capacités-là, derrière, hein, capacités de l'IA générative, elles vont permettre d'interpréter, d'analyser, par exemple, des specs, des exigences, des images écran, de générer des conditions de test, des cas de test, des classes d'équivalent, du code de test, de synthétiser, par exemple, des rapports d'anomalie, de couverture, d'évaluer une couverture, de la compléter, de corriger du code. Vous voyez, on travaille sur des sources textuelles, ou parfois sur des sources images, mais beaucoup sur des sources textuelles qui peuvent être structurées ou au contraire. Et tout ça vient au service finalement de l'ensemble du processus de test. Et voilà, ça fait que l'IA générative est, apporte
un potentiel, et ce potentiel est à réaliser, hein, clairement, donc pour automatiser ou participer à l'automatisation de tâches, de tests. Alors, qu'est-ce qu'on en attend? Là, c'est issu du World Quality Report, hein, dans sa dernière édition, et qui interroge essentiellement, des DSI, hein. J'ai pas mis le lien, mais vous trouverez facilement ce rapport. Eh bien, évidemment, ce qu'on en attend et ce qui est attendu, c'est en premier lieu de la productivité, c'est-à-dire d'avoir des assistants, hein. On parle pas de remplacer les testeurs, on parle d'assistants qui vont dans le flow, et c'est le mot dans le flow, dans la fluidité, eh bien, nous permettre d'accélérer des tâches, de faire des tâches précises, qui vont nous donner des résultats qu'on va nous contrôler, hein. On va assumer nos résultats simplement. Ils vont être, comment dire, aidés ou augmentés, ou en tout cas mis en œuvre avec l'apport de l'IA. Alors évidemment, il y a la productivité, hein, qui est l'objectif numéro un des organisations, mais il y a aussi un effet de cycle, d'accélération donc du cycle. Il y a un effet qualitatif aussi qui est attendu. Alors, est-ce que ces bénéfices sont des bénéfices qui vont être irréalistes? Est-ce que c'est des bénéfices réalistes? Alors, ben, l'avenir le dira, hein, clairement. Aujourd'hui, on n'a pas encore de données précises dans notre domaine des tests. Pourquoi? Ben, parce qu'on est un petit domaine, que les choses démarrent, voilà, sont en train de démarrer, de se mettre en place. Donc ces chiffres, on les aura. Si on prend eh bien, des données qui sont issues de la littérature récente, hein. Vous voyez, c'est une source que je vous conseille. Donc c'est l'index AI, le AI Index Report de l'université de Stanford en Californie, hein. Je peux vous montrer ici, comment dire, en une seconde, un peu le lien avec ce rapport, et les ressources qu'on trouve dans ce rapport. Pourquoi je le fais? Parce que c'est vraiment une mine d'or pour les gens qui s'intéressent au sujet. Et donc, dans ce rapport-là, il y a plusieurs compte rendu déjà, hein, de ce que peut faire l'IA générative dans certains domaines. Et si on prend le dev, les remontées sont assez claires, hein. Alors on sait que, je veux dire, lorsque une IA propose une correction de code, ou propose un code, ben, c'est sous le contrôle et avec la reprise du développeur, hein, et des seniors développeurs. Mais à l'arrivée, les chiffres en gain de productivité, mais aussi en gain d'apprentissage, en augmentation de l'efficience, sont significatifs. Et je crois qu'on va vivre la même aventure dans le domaine du test, c'est-à-dire effectivement, à partir du moment où on aura capacité à maîtriser ça dans nos flots de travail, eh bien, on va constater aussi des gains de productivité importants. Alors, ces progrès de l'IA, enfin, cette IA générative, hein, donc ces capacités à partir de ces modèles préentraînés, elle est aussi elle évolue, hein. C'est un domaine qui évolue même rapidement. Et ça veut dire qu'on bénéficie de ces progrès, hein. Pour prendre un exemple de ces dernières semaines, d'une certaine façon, de ces derniers mois, vous voyez, dans notre activité quotidienne, on peut maintenant intégrer les modules vision qui sont apparus dans plusieurs modèles, hein. Et ces modules vision, ce n'est pas de la génération d'images, c'est l'inverse. C'est lorsque, par exemple, je vais donner une capture d'écran, il est capable de l'analyser, de ressortir, par exemple, les champs pertinents à tester, par exemple, des valeurs de test, etc. Et vous voyez que ça va venir nourrir finalement les données, donc compléter dans une vision multimodale les données textuelles, par exemple, des critères d'acceptation, avec eh bien, des captures écran, des captures de maquettes, etc., qui vont être utilisées, exploitées par le LLM dans la génération de cas de tests, par exemple, ou l'analyse des classes d'équivalent. De la même façon, on constate sur les dernières sorties, hein, je pense à GPT-4 Omni, mais aussi si on regarde, hein, de cette liste-là dont je vais vous parler après, dans la dernière version qui est parue jeudi dernier là, de Claude, un modèle d'Anthropic, hein, son modèle 3.5, bah, des améliorations notables dans la capacité d'analyse et de raisonnement. Et ça, c'est des choses importantes parce que
On a des tâches qui, nécessitent du raisonnement de la part de l'IA et on voit, cette amélioration, et ça va se poursuivre, hein. On a aussi des améliorations, dans les possibilités, dans les librairies pour fine tuner les modèles, évidemment l'extension de la disponibilité de modèles sous licence open source de type Apache ou communautaire. Et vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est, le menu, dans le portail LLM que l'on utilise lors de la formation pour les ateliers, des, modèles qui sont mis à disposition. Et on retrouve dans cette liste-là à la fois des modèles, des grands modèles commerciaux comme ceux d'OpenAI ou d'Anthropic, mais aussi des modèles, de Mistral, hein. Mistral Large Lattice, c'est donc le fournisseur français. Donc, Mistral Large, c'est un modèle commercial, mais on retrouve aussi des modèles open source. Alors là, on pourrait retrouver Mistral 7B, hein, on l'a pas mis là, mais ça serait, tout à fait intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant d'analyser les performances comparées et on les voit évoluer en parallèle, si vous voulez, performances comparées entre les produits les LLM les plus avancés du domaine commercial et les LLM de la sphère, accessible avec des licences open source et pour lequel on va avoir un meilleur contrôle, de l'aspect opératif. Donc, cet aspect progrès de l'IA générative, hein, qui est impressionnant, c'est quelque chose qui nous est utile, hein. Ces tâches qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas il y a 6 mois, voilà, ça améliore l'impact. Donc c'est quelque chose, qui est au service finalement de notre roadmap, du point de vue mais qui nécessite aussi que l'on puisse, derrière, suivre ça. Alors, un des points importants à considérer, je dirais dans cette stratégie d'IA générative pour les tests, c'est le risque du shadow AI. Et on va le voir, hein, qui est renforcé aussi par le gap générationnel qu'on constate dans l'ensemble des analyses. Alors, c'est quoi le shadow AI? Finalement, c'est un terme formé de façon similaire au shadow IT, c'est-à-dire le fait que des, des équipes au sein de l'organisation ou des individus au sein de l'organisation vont utiliser cette technologie sans finalement être dans le cadre de l'organisation. Et ça, c'est d'autant plus vrai que l'organisation n'en a pas donné de cadre, vous voyez? Et ça, je veux dire, comment dire? Dans la façon dont les équipes travaillent, ça veut dire aussi que bloquer l'IA n'est pas aujourd'hui une option viable. C'est-à-dire que dans une organisation, interdire l'IA, c'est finalement prendre le risque d'augmenter le shadow AI. C'est-à-dire le fait que les collaborateurs ou certains équipiers vont se dire, mais non, moi je vais gagner du temps, je vais faire sur mon propre device avec mon propre abonnement GPT-4o et c'est très difficile à maîtriser. Donc, vous voyez, il ne faut pas jouer en défense, il faut jouer en attaque ici. C'est-à-dire qu'il faut construire une stratégie, il faut pas subir, mais avoir une vision, une clarification, une compréhension et puis des priorités, hein. Donc c'est finalement ça que j'essaie de défendre, hein, dans ce webinaire. Alors pour renforcer un peu ce risque, hein, du shadow AI, alors, excusez-moi, je fais une interruption parce que je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas dit quelque chose de très important. Vous voyez, j'étais dans l'envie de partager tous ces beaux sujets. C'est que bien sûr qu'on va avoir une phase de questions, hein, et qu'elle est très importante. Je vais même limiter donc le temps de slide pour qu'on ait un peu plus de temps sur les questions avec notre objectif d'arrêter vers 13 heures, hein. Et donc, il faut, voilà, passer vos questions dans le chat ou dans le Q en questions-réponses et on va, à la fin de ma présentation, prendre les questions, dans l'ordre d'arrivée ou je ne sais pas si vous pouvez voter avec Zoom, mais en tout cas, voilà, on va traiter le plus de questions possible. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, vous pouvez pas réagir en live parce que ça casserait un peu le momentum ici, mais voilà, s'il vous plaît, Heu, traitez vos questions et puis on répondra à l'ensemble des questions, soit sous forme de blog, enfin on va de toute façon tout traiter et vous aurez des réponses donc. Alors, ce risque du shadow AI, il est renforcé par le gap générationnel.
Vous voyez, ça, c'est une des enquêtes récentes et j'en lisais une ce matin qui s'appelle Bornéailles, qui concerne les plus jeunes, justement sur leur utilisation de l'IA et dont les chiffres étaient similaires, même un peu plus forts. C'est-à-dire, ils nous disaient que là, 70, là c'était 75, mais vous voyez, des 18-24 ans utilisent au quotidien les IA génératives et on comprend pourquoi, on va en parler, hein, contre seulement 22% des 35 ans et plus. Donc vous voyez, il y a un gap générationnel qui est en train de se forger, qui fait que l'acculturation à l'IA va amener des comportements différenciés, hein. Lorsque vous allez recruter votre prochain alternant, bah, il est très probable que lui, non seulement il soit fluide, mais qu'il ne comprenne même pas qu'on lui dise d'éviter d'utiliser ça, parce que c'est juste son quotidien. Et ce quotidien, c'est en particulier le fait que dans les, dans les études, les études à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, dans les IUT, etc., bah, évidemment, c'est un appui pour l'apprentissage, mais pour faire les devoirs, etc. Et cet appui, il devient une commodité normale. Et donc ça impose, hein, il faut bien avoir ça en tête pour se dire, bah oui, on est dans cette situation d'adoption, en particulier par certaines, par les générations là qui arrivent sur le marché de l'emploi, et ça veut dire quelque chose du point de vue de l'entreprise et de notre organisation. Et ça nous impose d'avoir une réflexion, une stratégie, hein. C'est de ça dont on va parler maintenant. Alors, l'IA générative pour l'assurance qualité, pour l'ingénierie de la qualité, l'IA générative, en général, c'est tout récent, hein. Je veux dire, bien sûr que du point de vue de la recherche, je veux dire, les travaux en IA générative datent d'une dizaine d'années, hein, on va dire, en tout cas, et les modèles qui sont sous-jacents arrivent, voilà, 2017, on commence à passer à l'échelle de très grands corpus de données, mais GPT, donc 3, hein, qui est le premier modèle qui a le succès qu'on connaît, hein, c'est l'automne 2022, c'est-à-dire moins de 2 ans. Et donc ça veut dire que, ben, en fait, on est quand même dans une transformation technologique accélérée et qui est un défi pour les organisations. Et dans ce défi, ben, évidemment, il y a des phases. Et la première phase, c'est celle de la découverte, dans lequel finalement, moi, ce que je constate dans les formations sur le terrain à la JFTL, la plupart des organisations en sont là, hein. Même si je vois aussi des organisations plus matures qui sont dans cette deuxième phase, c'est-à-dire qu'on réellement c'est compris l'intérêt du sujet, qui commencent à prioriser, qui commencent à mettre en place un plan d'action, un plan sur le développement des compétences, sur la mutualisation des savoir-faire, des pratiques, sur les pratiques d'évaluation et sur la veille qui permet d'intégrer pour évidemment aller vers cette troisième phase, hein, qui est la phase d'exploitation en continu. Donc les choses vont vite, les organisations sont à des degrés de maturité différents parce qu'elles ont, pour différentes raisons, hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire, ne peut pas passer de rien à tout, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas, et que évidemment la phase de découverte, qui veut dire s'approprier la technologie, mettre en place les accès à ces grands modèles d'IA générative, expérimenter différents cas d'usage, prioriser à partir de là, etc. Bah, évidemment, il faut en passer par là. Mais vous voyez, euh, ici, la découverte, c'est l'entrée, hein, c'est là où beaucoup d'équipes en sont, mais à un moment donné, il ne faut pas rester sur la découverte. Et vous pourrez trouver en kiosque un hors-série de cette revue de management, hein, qui s'appelle Harvard Business Review en français. Donc c'est la version française, elle est en kiosque, hein. Euh, je l'ai acheté il y a 3 semaines, mais c'est le numéro mai-juin, donc il est encore en kiosque. Et il y a un article assez rigolo euh, et un peu provocateur, mais je crois que c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur ce que nous disent les Américains qui ont écrit ça, hein, les profs américains qui ont écrit ça. Arrêtez de bidouiller et commencer à passer à une stratégie, c'est-à-dire à structurer.
pour intégrer et pour avoir les bénéfices, hein. Donc l'article s'appelle «Arrêtez de bidouiller». Et c'est vrai que quand vous considérez, ce phasing-là, un des risques, c'est d'en rester là, si vous voulez. C'est-à-dire, OK, on essaie des trucs, OK, ouais, ça a l'air pas mal, il y a des initiatives individuelles et so what? Vous voyez, le so what, là, il est problématique parce que finalement, l'organisation ne va pas tirer réellement parti de ça, parce que ça va être trop, un peu, mmh, voilà, dans tous les sens. Donc, tout ça dit, c'est que derrière, bah, il faut construire un plan d'action et que ce plan d'action, il passe une stratégie, hein, c'est peut-être mais c'est clairement une stratégie. Il passe par, finalement, des réflexions sur ce qu'on a appris, ce qu'on va en faire, pourquoi on va faire ça, quels sont nos objectifs. Alors évidemment, on a compris, hein, que l'objectif numéro un, c'était les gains de productivité, mais encore faut-il que on se donne les bonnes priorités sur les cas d'usage. Encore faut-il qu'on soit capable de les intégrer dans le process, de les absorber du point de vue compétences, du point de vue technologique, du point de vue des indicateurs et de l'évaluation, du monitoring de ce qu'on fait. Et bien sûr que tout ça, ça s'appuie sur des capacités. Il faut qu'on ait accès à ces moyens et il faut qu'on soit capable de les intégrer, y compris, en adaptant, donc en fine-tunant, dans certains cas, hein, ces modèles à nos tâches et nos activités particulières. Donc vous voyez, c'est quand même une montagne, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que entre la phase, je bricole un peu sur mon ChatGPT ou sur le GPT de mon entreprise et puis j'ai une démarche structurée, ben, il y a quand même un gap mais ce gap, il y a pas de miracle, il y en aura pas. C'est que si on le saisit pas, si on l'organise pas, si on fait pas les choses, si on se donne pas les moyens, on n'aura pas les résultats. Voilà, hein, c'est juste, alors après, certains vont dire: «Ah bah ouais, mais ça marche pas». Mais si, ça marche très bien, mais ça marche très bien si tu te donnes les moyens que ça marche. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire et c'est réellement ma conviction aujourd'hui. Alors, si on regarde, alors vous voyez bien que chacun de ces sujets est quand même, un sujet d'approfondissement et qu'on ne va pas tout faire en même temps. Ça dépend le moment où vous êtes, hein. Est-ce que vous êtes dans cette phase de découverte, dans cette phase d'initialisation de vrais use cases et d'intégration, donc vous n'avez pas les mêmes, vous poserez pas les mêmes questions et il faut être itératif, hein, bien sûr, sur ce plan, mais on peut quand même passer un peu en revue, chacun de ces 5 thèmes. Donc c'est ce qu'on va faire tout en gérant le temps, parce que j'ai l'œil, sur le temps. Donc le 1er point, il est déterminant et il va être aussi, évolutif au sens où, on va apprendre et raffiner tout ça, bah, c'est l'alignement stratégique. C'est-à-dire, quels sont nos objectifs au regard et des objectifs atteignables, hein, au regard de la phase où on en est? Quels sont les cas d'usage? Quelles sont les modalités, hein, d'utilisation de cette IA générative? Et ce que j'entends par modalité, c'est que, ben, les 2 modalités dont je parlais au début, c'est-à-dire celle qui consiste à pouvoir exploiter donc des chatbots IA qui sont mis à disposition des collaborateurs pour lesquels des groupes de pratique définissent, ben, mutualisent des prompts et viennent en soutien des bonnes pratiques et partagent ces bonnes pratiques. C'est une modalité tout à fait pertinente, de la même façon que l'intégration avec des outils qui sont augmentés par l'IA est une autre modalité. Je ne crois pas que c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est les deux. Après, évidemment, les objectifs, ça veut dire définir, finalement, un plan d'action, ce qu'on en attend et puis, des cas d'usage, de génération de tests, d'analyse, d'optimisation, et cetera et ça vous appartient parce que c'est à partir de la réalité de vos processus et de vos enjeux que, évidemment, vous construirez ces priorités. Alors, au service de cette stratégie, hein, il y a évidemment la question de la compétence et de l'adoption, qui est d'autant plus une question que, eh ben, on a vu le gap générationnel et qu'il n'est pas question d'exclure des compétences. Ça serait juste dommage, d'autant plus que on est finalement sur des technos qui sont assez accessibles, hein, je veux dire, quand on est utilisateur, quand on l'utilise dans son activité. Le prompt engineering est tout à fait accessible, par exemple. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de questions à résoudre, euh, voilà, qui là aussi, hein,
passe par des pilotes, du reporting, de la transversalité, de capitaliser sur les énergies aussi, hein, bien sûr, mais aussi d'avoir une appropriation technologique, hein, des bibliothèques de prompt, par exemple, etc. Et une compréhension des limites et aussi de ce qu'on peut en faire vraiment là où ça marche. Hem, alors, un élément de l'intégration, c'est évidemment dans quelle phase du process de test on intègre ça. Et ça, c'est un élément clé. Et encore une fois, il faut avoir une approche un peu incrémentale, hein. On ne va pas tout faire en même temps, ça serait une erreur de tenter ça. Ça ne serait pas réaliste, évidemment. Donc, il faut un peu faire des choix qui vont dépendre finalement de vos priorités. C'est clair qu'on voit des choses vraiment intéressantes dans la partie génération de tests, hein. Je vais en parler dans un instant, mais évidemment, tout ce qui est automatisation est aussi un sujet intéressant dans la maintenance du code en particulier, de la même façon que dans l'analyse des rapports où capacités de l'IA générative peuvent être bien exploitées. Euh, je vous montre ce que nous faisons au sein de l'entreprise qui crée des technologies, hein, et on a une double vision qui est une vision de ce qu'on appelle des assistants, c'est-à-dire en fait des applications qui sont interactives euh, au sens et basé LLM, hein, tout ce que je vous montre ici, c'est basé LLM. Par exemple, on a aujourd'hui dans notre outil de conception de test un assistant qui est en bêta et on serait heureux que vous l'expérimentiez, qui va permettre d'aller reprendre, de générer finalement automatiquement les parcours de test à partir de suites de tests qui sont plus ou moins dans un bon état qualitatif, de la même façon qu'on travaille sur un système de RAG spécifique à la conception de tests, permettant d'extraire les classes d'équivalence, les parcours de test, les conditions de test à partir d'un corpus que vous connaissez, c'est-à-dire de type spec, exigence, user story et critères d'acceptation, pour justement venir en soutien du testeur ou l'analyse de test dans cette phase-là. Donc là, ce sont bien des assistants, alors qu'on utilise une stratégie agent pour automatiser donc un testeur virtuel, l'exécution des tests manuels, donc créés là, sans passer par la phase autom, c'est-à-dire en utilisant les capacités d'action d'un agent pour aller directement exécuter. Donc, bon, ça a été présenté à la JFTL, vous pouvez trouver ça en ligne, hein, donc tout à fait récemment. Voilà, alors je vais peut-être, je vais pas pouvoir développer, hein, les indicateurs, même si ici, vous voyez, j'en ai plein, vous pourrez le retrouver si vous voulez regarder donc il sera mis en ligne, hein, ce webinaire, et vous pourrez prendre le temps de regarder les propositions que je vous fais là pour avoir des indicateurs. Mais évidemment, c'est un élément clé. Il faut analyser ce qu'on fait, analyser les progrès et évidemment avoir une stratégie d'amélioration continue, hein, pour obtenir des résultats. Alors, la question du choix du LLM, elle est à double entrée, puisque souvent les organisations font des choix corporate. Par exemple, ils ont des contrats avec OpenAI qui me permettent de mettre à disposition un chat GPT interne sur du cloud privé, par exemple basé sur GPT 3.5 avec certaines possibilités sur GPT-4. Bon, c'est une stratégie, hein, qui est tout à fait valide et qui a permis de démarrer assez vite. Il y a des stratégies qui sont d'utiliser enfin, d'exploiter, donc d'opérer sur des ressources, des infra-cloud aussi en privé, et ben des LLM open source, et je dirais que ça peut être complémentaire. Donc voilà, il y a une stratégie à penser, et évidemment en faisant de la veille, hein, là je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, qui est finalement le classement un peu de référence, hein, c'est celui que j'utilise moi au quotidien, qui est celui de Chatbot Arena Leaderboard. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement il y a beaucoup de benchmarks, mais on a ici une évaluation par la foule qui donne une bonne diversité et que vous pouvez vous-même, on peut voter, hein, je le fais régulièrement pour contribuer. Vous voyez, il y a eu 1 360 000 votes qui va permettre d'évaluer 2 à 2
donc des LLM qui sont anonymes sur des tâches données. Et ça nous donne des classements, hein. Je vous parlais de Claude 3.5 qui est sorti jeudi et qui s'est rapproché de celui qui était sorti en mai, là, de la dernière version de 4. Alors évidemment, ce qu'on constate, c'est que les modèles propriétaires ont de l'avance, hein. Aujourd'hui, par rapport au modèle open source, hein, ou avec des licences communautaires, là on voit, là c'est une échelle, hein, qu'une échelle relative qui est inspirée de ce qui est utilisé aux échecs. Et donc, on voit ici un modèle, donc le modèle Lama 3 de Meta, mais qui est exploitable avec une licence, enfin, qui est restreinte sur le nombre d'utilisateurs, mais qui est quand même assez grande. Et voilà. Et puis, si on va sur notre constructeur national, donc je vais vous montrer Mistral, comment il est classé, hein. Donc, le premier modèle, alors pas ce Mistral large, je voulais vous montrer le Mistral. Voilà, celui-là qui est en licence à page 2.0. Vous voyez, qui est un bon modèle pour tout un tas de tâches. Donc, il faut raisonner, vous voyez, par les tâches, et les solutions sont de plus en plus disponibles. Voilà, hein, ce que je veux dire sur ces aspects-là, qui sont le choix du LLM. Alors, je vois que le temps s'écoule, hein, donc, du point de vue de l'infrastructure technologique, vous savez que c'est des composants qui nécessitent des ressources importantes, en particulier sous forme de GPU, et que finalement on peut soit utiliser des solutions disponibles, hein, type Microsoft Azure ou directement chez OpenAI, ou c'est ce que nous on fait à Smart Testing, hein, on utilise des ressources cloud privées en louant des serveurs sur OVH et en faisant du fine-tuning de modèles open source, pour vous dire les choses. Donc c'est aussi une bonne stratégie, ça dépend des tâches que vous voulez faire, des priorités que vous vous donnez. Bon ben voilà, j'ai fini, hein, j'ai été vite, hein, mais je voulais vous faire prendre conscience de l'importance de ne pas rester scotché à la phase de découverte, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de questionnements, hein, très nombreuses organisations y ont été, hein. On est dans cette phase de découverte. Certaines ont maintenant su passer à une phase plus structurée, et le passage de l'une à l'autre n'est pas si facile que ça, mais sans passage à cette phase plus structurée, mieux définie et plus, je dirais, cadrée dans l'usage, bah, il n'y aura pas la valeur attendue, hein, si, voilà, donc c'est des questions, c'est une stratégie à construire, un plan d'action, et évidemment à constater les résultats, itérer dessus. Voilà, c'était rapide, hein. Et effectivement, la montagne paraît peut-être grande, mais c'est en faisant qu'on devient, voilà, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et on va et vous allez tous être voilà, dans peu de temps, des experts de l'IA générative pour les tests, parce que vous en avez l'élan. Voilà, c'était pour Il y avait dernier. des questions, Bruno, dans les questions-réponses là. Absolument. Comment gère-t-on la non-réplicabilité des résultats donnés par l'IA générative? Eh ben, on le gère de plusieurs façons possibles. La meilleure façon, c'est d'avoir des datasets d'évaluation. Et donc, ça nécessite du travail. Mais voilà, hein, on n'a rien sans rien. Et donc, effectivement, contrôler les résultats de l'IA sur une tâche donnée nécessite soit qu'on sache l'automatiser à partir de datasets d'évaluation qui vont nous permettre d'aller vérifier, hein, d'aller tester. Et on sait faire ça, nous. Mais il faut construire les datasets d'évaluation, soit il faut de l'évaluation humaine et détecter des incohérences. Alors, on utilise aussi des techniques intéressantes qui sont de mettre en compétition plusieurs LLM sur des tâches données, et évidemment, on peut constater lorsqu'il y a des divergences importantes qu'il y a un problème quelque part, et ça nous met la puce à l'oreille. Donc il y a différentes techniques, mais c'est un sujet difficile. Là, Mais en fait, voilà. je pense que ça traite la réponse sur comment on évalue la qualité de la réponse de l'IA. Oui, Là, c'était vraiment orienté non-réplicabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps la même réponse. Je ne sais oui. pas si c'est la même problématique pour toi Non, ou non, pas. non, tu as raison, tu fais bien de préciser, Julien. Et alors, Ouais. effectivement, hein, les grands modèles sont non déterministes.
C'est-à-dire, vous requêtez 2 fois le même Ouais. modèle, vous avez des réponses qui peuvent être légèrement différentes et en fait, il faut voir les choses et ça, c'est déstabilisant. Sauf si vous vous dites: «OK, ce copilote, ce compagnon, c'est comme mon collègue, suivant comme il est luné, il va me répondre de 2 fois qui ne seront pas exactement de la même façon». Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Comme dire un être qu'effec humain aussi, hein. c'est ça, c'est ce que je voulais dire, hein, c'est comme un être humain, en fait. Donc notre assistant IA, il va nous apporter des choses, on va analyser ces choses, les utiliser et on va avoir la lucidité, les capacités à se saisir de ça. Mais s'il a des variations dans sa façon de répondre, voilà, et puis si on n'est pas content, on lui demande des précisions et il va nous les donner. Et tout ça est très efficace en réalité hein, dans la pratique. Donc oui, il faut apprendre à travailler avec ça et non, c'est pas un très grand problème en réalité. Voilà, il faut juste l'accepter. Il faut accepter Ouais. que c'est pas un algorithme déterministe. Voilà, que c'est. Il y avait une question, mais je crois qu'on n'a pas pu la traiter ou elle a disparu. C'était comment concrètement l'époque, à quoi ça servait, comment c'était mis en place, je crois. Alors, Euh, oui, c'est un sujet. Je vous ai hmm, partagé qu'il y avait deux grandes méthodes hein, qui sont complémentaires. C'est-à-dire que là, il y a cette méthode qui consiste à travailler directement ben, avec un GPT-4, avec un- comment dire, un Lama 3, etc., et de travailler directement en requête. Et ces requêtes sont des prompts qui peuvent être partagés au sein de l'équipe pour des tâches données, avoir des résultats qui sont exploités, etc. Et ça, et ça, évidemment, il faut se faire des ateliers, vérifier la pertinence et la qualité des réponses de différents modèles, la qualité des prompts aussi. Encore une fois, les techniques de prompting sont très importantes. Et puis, il y a les applications et l'intégration dans les outils de test, hein, qui sont ce dont je parle. Et donc, vis-à-vis des outils de test, on a deux finalement situations. Une évolution incrémentale dans des outils existants, hein, c'est ce que j'évoquais autour de Yest avec les assistants autour de la conception, etc., qui vont aider finalement, et puis des outils nouveaux qui vont apparaître totalement disruptifs. Par exemple, des agents autonomes d'exécution de tests manuels, donc un testeur virtuel, ben ça c'est disruptif parce que ça va vous éviter pour certaines catégories de tests, d'avoir à automatiser ou à solliciter un testeur manuel, puisque l'agent IA va le faire. Donc, il faut être en veille là-dessus, à la fois dans l'intégration des features IA de nos outils préférés ou de vos outils préférés, et puis il faut être aussi en veille sur le côté un peu disruptif, c'est-à-dire de possibilités nouvelles, hein, comme par exemple l'agent testeur virtuel. Ce sont deux choses complémentaires. Est-ce que ça répondait, Julien? Euh, oui, sur l'aspect POC, je pense que ce qu'on peut préciser, c'est que l'idée, c'est de qu'on puisse vous accompagner dans un cas d'usage pratique, Ah c'est-à-dire oui, oui, pardon, j'étais vraiment sur la déterminer, technologie. Oui, ouais, c'est ça, déterminer le cas d'usage dans votre entreprise ou en tant que consultant, ce que vous aimeriez faire. oui, Et nous, on va apporter, ben, en complément, alors il y a certains ateliers où on peut faire avec Bruno ou d'autres qu'on peut faire avec des consultants chez nous. Mais tout oui, ça pour résoudre des problématiques concrètes, vérifier s'il y a un bon prompting, vérifier avec vous s'il y a le bon LLM qui est utilisé, oui, sortir des indicateurs, des KPI pour faire reporting un peu au management. Et après, essayer je pense qu'un des enjeux là, de 2024-2025, c'est comment j'intègre l'IA dans ma stratégie de test, en fait. Où est-ce que je le exactement. Hein, mets, c'est où est-ce que vraiment je le mets la pas. question de l'intégration qu'on Ouais, évoquait hein, et qui est clé hein, parmi les éléments stratégiques, c'est-à-dire quelle fluidité. En fait, hein, le résultat, il sera vraiment obtenu par ouais. la fluidité. C'est-à-dire, les gains vont être obtenus par le fait que cette IA, cet apport de l'IA se fait de façon tout à fait naturelle dans le process, dans le flot de travail, et évidemment, il faut le mettre en place, hein, et le diable est dans le détail. Donc, et chaque organisation Oui, bah, a de toute façon, ses comme propres choix, toute quoi. nouvelle approche, voilà, l'idée, c'est quand on apprend à skier ou à nager, ça va plus vite quand on a un coach. Bah Oui, voilà, c'est un peu la même approche. L'idée, c'est de gagner du temps et de l'efficacité. Et c'est pour ça qu'on essaye oui, de oui, structurer ces accompagnements. Mais nous-mêmes, on a besoin de cas d'usage, de problématiques concrètes à résoudre
pour enrichir les bonnes pratiques aussi, Oui, puis liées là, peut-être à certaines thématiques, à certains métiers. Bah, on n'a pas les mêmes problématiques quand on fait un site d'e-commerce qu'on fait de l'embarquer dans un avion. pour On sûr, n'a pas les les mêmes cas contraintes d'usage de sécurité, prioritaires, etc. voilà, Ouais. les cas d'usage prioritaires vont dépendre du contexte, absolument, absolument. On arrive au Ouais. terme du temps qu'on s'était fixé. Je vous propose une dernière question si on a dans le chat, hein. D'internaliser un LLM pour l'utiliser. Ah, très bien. Alors ça, c'est vraiment une bonne question. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression de dépendre beaucoup des GAFAM, enfin des grands constructeurs, hein, donc évidemment OpenAI, mais aussi Mistral d'une certaine façon. En tout cas, on sait qu'il y a des alternatives. Et encore une fois, il faut travailler sur les cas d'usage prioritaires. À partir de ces cas d'usage, on est capable de benchmarker différents LLM et on est capable aussi de mesurer dans quelle mesure un modèle plus petit qui va être opérable, par exemple un Mistral 7B, hein, c'est un modèle issu de Mistral AI qui est avec une licence open source, hein, donc on n'a pas de coût d'abonnement et les coûts opératifs seront maîtrisés. Hein, eh bien, c'est une bonne stratégie pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle permet de bien gérer les questions de fuite de données, parce qu'il est hors de question que on ait de la fuite de données et en même temps on gère bien les questions de coûts parce qu'on aura des coûts, les coûts peuvent être très élevés, hein. Dans les coûts d'abonnement, on paye au token, c'est-à-dire au nombre de mots globalement qui sont passés dans les requêtes et obtenus en retour. Donc le fait d'internaliser, enfin, d'être en situation de pouvoir choisir ces alternatives-là est vraiment une bonne voie. Après, effectivement, il faut rentrer dans le détail du cas d'usage et de Oui, parce que je crois l'architecture. que enfin, les modèles, on peut les mettre sur un simple serveur. Il faut beaucoup de mémoire RAM, mais à part ça, c'est pas non Alors plus. non, 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 Julien, en fait, il y a vraiment un Non. enjeu du pros, hein, donc typiquement, on va aller, mais c'est accessible, hein, c'est des offres que vous avez Mm. chez OVH, chez Scaleway pour parler de fournisseurs bientôt Scalingo pour parler de fournisseurs vraiment d'infra local, hein. Et puis bien sûr, vous les trouvez sur Azure, mais si on parle de capacité d'infrastructure, ils mettent à disposition des GPU, hein, donc des processeurs graphiques qui sont faits pour faire tourner des LLM avec le bon dimensionnement et puis des coûts d'abonnement qui sont voilà qui sont abordables, je dirais, en tout cas pour des modèles de ce type-là, qui sont des bons modèles, hein. Après, ça dépend des tâches et effectivement, si on a besoin d'une puissance importante pour la tâche donnée, bon, on ne la trouvera pas dans un petit modèle open source ou dans un modèle open source aujourd'hui. Voilà, donc je vais peut-être conclure là-dessus, hein, c'est-à-dire, je dirais qu'en conclusion, ce qui me paraît vraiment important, c'est cette réflexion que vous devez avoir un peu sur les phases de votre chemin. On est tous sur un chemin et ce chemin, il nous amène effectivement à aller chercher cette valeur. Il faut le faire de façon structurée, même si évidemment on démarre par une étape de découverte qui n'a pas besoin d'être si structurée que ça et utiliser les énergies du terrain, parce qu'il y a beaucoup d'énergie des équipes hein, et des équipiers. Mais à un moment donné, évidemment, faut se poser et puis prioriser et puis agir et gérer le changement et intégrer, etc., etc. Enfin, vous connaissez ça, mais ça peut paraître une montagne, ça ne l'est pas. Simplement, il faut, voilà, il faut pas rester scotché trop sur cet aspect je découvre quoi. Il faut à un moment donné construire un vrai plan d'action et je crois que beaucoup d'organisations sont là. Voilà. Et certaines sont déjà dedans, hein, ont déjà fait ça. Oui, on a Merci beaucoup à commencé tous, ensemble. hein. Merci vraiment pour votre participation, les questions qui nous ont permis d'approfondir des sujets. C'est toujours un peu frustrant hein, d'avoir un temps comme ça, mais c'est la règle du jeu. Et puis voilà, j'espère vous revoir lors de la formation ou qu'on ait l'occasion de discuter dans d'autres cadres Ouais. comme ceux De toute façon, la du prochaine secteur. formation, c'est mi-septembre, hein. Oui, voilà, en Donc, si vous virtuel, voulez, après on fait des sessions en intra pour lesquelles on peut voilà, ça définir c'est pour les dates. les interentreprises. Et en intra-entreprise, eh ben, il suffit d'avoir 5-6 personnes, hein, je crois, Bruno. Oui, voilà, voilà. C'est ça. On commence à Donc là, 5, oui. on peut se caler sur des dates sur mesure avec vous là-dessus. Exactement.
Merci à tous, hein, donc voilà, passez une bonne, fin de journée Merci, et puis à à bientôt bientôt. pour, ces aventures, d'IA générative pour les tests. Ouais.